I'm coming back from NATO. I was there for the past 3 days. I had the chance to meet with many of my colleagues. I met also with the new Secretary General of NATO, Mark Rutte. We spoke about Ukraine, of course, the Middle East, China, the Indo-Pacific. And one thing is clear is the world is getting tougher. And conflicts that we're seeing in the world are linked. And therefore, we need to be more robust in our response. And so, tomorrow, I'll be announcing our new Arctic foreign policy. I'll be doing so along with the Minister of Defense, and we'll have more to say tomorrow. Donc, juste en français, je reviens de l'OTAN. J'ai eu beaucoup de conversations, de rencontres avec plusieurs de mes homologues. J'ai rencontré également le nouveau secrétaire général de l'OTAN. Nous avons parlé de l'Ukraine, du Moyen-Orient, de la Chine et de l'Indo-Pacifique de façon générale. Et une chose est claire, c'est que le monde s'en vient de plus en plus difficile. Les conflits sont interreliés et en même temps, notre réponse doit être beaucoup plus robuste. Alors, c'est pourquoi demain, j'annoncerai notre nouvelle politique étrangère sur l'Arctique et je serai là avec le ministre de la Défense pour être capable de parler de comment on envisage l'Arctique, comment nous allons travailler avec les gens qui vivent dans l'Arctique, mais aussi avec nos pays alliés. Madame Joly, le portrait dans le New York Times, ça a fait beaucoup jaser. Est-ce que c'est le début de votre course à la direction? Écoutez, je savais que vous alliez me poser cette question-là. Louis, quand j'ai donné l'entrevue au mois de juillet, j'ai dit que j'étais 100% en appui avec le premier ministre Trudeau, et c'est encore le cas, et c'est le cas depuis 2012. So, just in English, have you spoken to the Prime Minister about the profile that calls you his successor? I didn't have the chance to talk to him yet because I came back late last night from NATO in Brussels. But when I gave my interview back in July, I said I was 100% supportive of the Prime Minister. I am, of course, 100% supportive of the Prime Minister, and I've been since 2012. Mais que ce soit cet été ou maintenant, avouez que ça peut quand même laisser une impression peut-être que... c'était quoi le but, en fait, peut-être, de cette entrevue-là, de ce portrait-là? Qu'est-ce que vous y gagnez à avoir fait ça? Mais vous êtes journaliste, là, vous savez qu'on ne peut pas vous contrôler. So that's it. Yes. Released a report today calling what's going on in Gaza a genocide. What do you make of their report, if you've had a chance to look at it? What is happening in Gaza is absolutely catastrophic. I've said that many times. We think, and we've been calling for it, we need a ceasefire. We need the hostages to be released. We need a plan with a two-state solution at the core of it. At NATO, the King of Jordan was there. So we had conversation about how can we make sure that we protect the West Bank and at the same time we be able to have a ceasefire in Gaza. And meanwhile, how can we put more pressure on Iran? So this is part of the conversation at NATO. I've been in contact with many U.S. lawmakers on this issue, including Lindsey Graham, many times as well. And so we're actively involved in many of the diplomatic conversations to make sure that we end this conflict. Amnesty and the NDP both say that we could be in legal jeopardy as signatories to the Genocide Convention. So what we said is that, and I took the decisions back a couple of months ago, that there would be no arms or parts of arms that would end up in Gaza. And we took that tough decision. Meanwhile, we would be supporting Israel in being able to defend itself against Iran, and by making sure that we could support the Iron Dome. And so we're taking an approach that is linked to the situation that is happening right now. Qu'est-ce que vous pensez des critiques de ces chroniqueurs qui ont publié des textes récemment pour critiquer votre intervention sur un panel de la conférence d'Halifax ces derniers jours? Est-ce que vous trouvez que c'est juste, ces critiques-là? Comment vous vous donnez une occasion, juste parce que ça a été quand même assez franc? Écoutez, moi, ça me fait toujours plaisir de participer dans des conversations difficiles. C'était un panel difficile. Je n'étais pas d'accord avec ni le modérateur, ni ce qui était discuté. Notamment, ce qui était discuté, c'était le fait que les Nations unies n'étaient pas nécessaires. Et à tous ceux et celles qui disent que les Nations unies ne sont pas nécessaires, il n'y a personne qui me dit quelles seraient les conséquences de ne pas les avoir. Et il n'y a personne qui me dit non plus quelle solution on devrait adopter pour les remplacer.
Je sais que les Nations unies sont loin d'être parfaits, mais le Canada est un pays qui est un pays de moyenne taille, qui est une puissance moyenne, en fait, qui est un pays de principe, qui bénéficie d'avoir des règles claires, et c'est ce qui nous aide en participant activement aux Nations unies. Maintenant, je suis d'accord avec le fait qu'il faut investir plus en défense. Je pense que le monde est un endroit beaucoup plus difficile, et donc le Canada doit augmenter ses dépenses militaires parce que c'est la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. Et je pense aussi que la Chine et la Russie bénéficieraient énormément du fait que le Canada sorte des Nations unies et que d'autres pays de l'Ouest sortent des Nations unies. Donc, jamais vous allez entendre le président Poutine dire que les Nations unies ne sont pas utiles. Bien au contraire, il va être capable de les contrôler. Alors moi, je pense que, alors que les conservateurs disent qu'ils ne croient pas aux Nations unies et qu'ils veulent sortir le Canada des Nations unies, je pense que ça aurait des impacts géopolitiques immenses et que à terme, ça serait vraiment mauvais pour le Canada. On that note, though, on the point to Louis on the Halifax Forum, you received, very bad reviews from some columnists, some opinion writers on that. At the same time that this New York Times column came out, we saw with Anita Anand, for example, that she was demoted when her leadership rumblings became too strong or too loud in the opinion of the PMO. Are you concerned that that is coming your way as well? My job is to do my job. So what I'm doing right now is engaging with my counterparts to try to find ways to bring back peace to the Middle East, to support Ukraine and Ukrainians, and at the same time also to make sure we have a good relationship with the U.S., and including having also a very strong stance on the question of China. And I'm having tough conversations. I don't agree with everybody that are participating in panels. And just on that, I'm pushing back very strongly against any form of argument that Canada should be getting out of the UN. I think it's ridiculous. I think it's reckless. And I think that it would have a long-term, it would have a long-term negative impact on Canada's standing in the world. Stand behind you in your role. I stand behind him. I'm convinced also that that's the case as well. So, les critiques en fin de semaine étaient justifiées, Mme Joly? Pourquoi vous êtes déçu de cette décision-là de Air Canada d'ajouter des frais pour les bagages de cabine sur les billets de base? Oui, comme vous avez dit, je suis déçue. La population canadienne est déçue aussi parce que c'est une décision avec un impact sur les familles, les étudiants, les aînés, et ça va être difficile, plus difficile pour eux de voyager. Donc je sais que ça c'est une décision commerciale, mais en même temps c'est une décision avec un impact négatif sur les familles canadiennes. Et je voudrais avoir cette conversation avec les dirigeants de ces compagnies. Avez-vous convoqué les dirigeants des compagnies pour leur parler de ça? Oui. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? On va avoir une rencontre ensemble et je vais poser la question. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez fait cette décision-là? Et pourquoi maintenant? Parce que c'est un temps très difficile pour les familles canadiennes. Et je voudrais avoir cette conversation avec eux comme ministre des Transports. Parce que je suis ici pour notre population, avec leur intérêt. Et ça, c'est ma responsabilité d'avoir cette conversation avec eux. Le gouvernement fédéral interviendra-t-il, advenant que la réponse qu'il vous donne ne vous satisfait pas? Premièrement, je dois avoir cette conversation et je vais voir qu'est-ce que je pourrais faire pour les prochaines étapes. Mais je sais que c'est important de protéger les passagers canadiens et ça, c'est une priorité pour moi et pour notre gouvernement aussi. Envisagez-vous d'amender la Charte des voyageurs comme le proposait il y a littéralement 2 minutes le Bloc québécois? La charte est importante. J'ai eu des conversations avec le chef et elle va publier Quel chef?
Ça, c'est le chef de APP, ouais, de CTA. Et c'est important d'avoir un échéancier trop vite pour les droits de passagers. Pourquoi? Parce que ça, c'est un temps où nous voyons les chefs de ces compagnies, ils font les décisions qui sont difficiles pour notre population. Donc, je voudrais avoir le charte. On doit le publier aussitôt que possible. Aussi, je dois avoir la conversation avec les dirigeants de ces compagnies. Et on va avoir, après ces deux choses, nos prochaines étapes. Mais juste pour être clair, là, est-ce que vous envisagez de créer des règles autour des bagages de cabine? Ça, ce n'est pas dans mes mains maintenant. Ça, ce n'est pas une décision dans mes mains maintenant. Comme j'ai dit, c'est une décision commerciale d'établir les frais pour les bagages comme ça. Mais je pourrais avoir une réaction comme ça. Et ça, c'est ma réaction. Ce n'est pas positif. Merci beaucoup. Pourriez-vous me le dire en anglais un peu, votre point de vue, là? Pour mes collègues anglophones, ils vont être bien contents. Sur Air Canada, I'm disappointed with the decision that Air Canada made. I understand that it was a business decision. At the same time, I am here as the Minister of Transport representing the Canadian population, many of whom have been saving for their travels, whether we're talking about students or seniors or families, they're saving for traveling. And I think it is incumbent upon the airlines to recognize that the decisions that they make, and certainly that decision by Air Canada, is going to affect the people who can least afford these measures. And I want to say one thing. Air Canada's reaction has been, well, other airline companies are putting forward these measures also. But what we have to remember is that Air Canada occupies a larger share of the Canadian market. That means more passengers fly to more regions via that airline. So the impact disproportionately affects Canadians who are flying on this airline. And you'll meet with the CEOs? And I will be meeting with the CEOs in about 10 days, and I will be raising this very issue, the issue of extra costs that affect those who can least afford them. I think that's what Canadians expect of their elected leaders, and that's what I will deliver. Thank you so much. Merci. Vous pensez quoi d'Air Canada qui met fin au bagage gratuit dans les cabines et qui met des tarifs pour les billets de base? Bien, c'est vraiment abusif, tu sais. Dans le fond, ce qu'on voit, c'est que c'est une compagnie aérienne, puis c'est pas les seuls, là, mais là, je pense que c'est la goutte qui fait déborder le vase, qui utilise tous les moyens possibles pour aller arracher chaque pièce possible au monde qui sont capables d'aller enlever. À un moment donné, ça devient une politique tarifaire abusive. Tu sais, quand tu prends l'avion, tu te dis pas que tu vas devoir payer pour ton sac, là. D'habitude, quand tu prends l'avion, tu arrives avec des bagages. Puis des fois, tu as besoin de bagages en cabine. Moi, par exemple, j'ai voyagé avec mes enfants. Là, ben, j'avais des biberons pour les bébés, puis ils avaient besoin de boire leur lait. Si on me dit qu'ils me chargent pour ça, ça n'a juste plus d'allure. Il y a des choses qu'on a besoin de base, puis on a le droit d'emporter des choses avec nous dans la cabine. Je pense que là, ils exagèrent. Le gouvernement, il peut-il intervenir ou vous reconnaissez que c'est une entreprise privée? Non, il y a moyen d'intervenir pour le gouvernement. Il existe déjà la Charte des droits des voyageurs qui permet en fait d'encadrer, de donner un minimum de droits aux voyageurs. Puis d'ailleurs, les compagnies aériennes se plaignent souvent que hey, c'est lourd traiter ça, tout respecter ces droits-là. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des abus. Fait qu'à chaque fois qu'il y a des abus, bien, il faut resserrer cette charte-là. Puis je pense que là, ils viennent de nous sonner l'alarme sur le fait qu'il est nécessaire qu'on intervienne sur les frais accessoires puis que ce soit ajouté dans la Charte des voyageurs. Qu'est-ce que vous indiqueriez précisément dans la loi? Bien, en fait, ça prendrait un encadrement des frais accessoires. Puis je pense que, de base, il faudrait que les gens aient le droit d'arriver avec des bagages, tant un bagage en cabine qu'un bagage en la soute. Je pense que n'importe qui voyage s'attend à ce que, de base, on ait le droit à ça, puis que ce ne soit pas une surprise rendue à l'aéroport qu'on doit payer des extras qui ne sont pas prévus. Mais on paye déjà pour le bagage en soute. Fait que là, vous le renderiez gratuit, c'est ça que je comprends? En fait, là, on parle principalement du bagage en cabine. Mais pour la spécificité du bagage en soute, il faudrait qu'on examine. Là. Mais généralement, quand on achète un billet d'avion, on s'attend à ce que ce soit là. T'sais. Puis si c'est pas là, ben on a besoin de le savoir avant, à tout le moins. Comprendre pour le bagage en cabine, pour vous, ça devrait être toujours gratuit et inclus dans le prix du billet.
C'est ça que vous me dites? Je pense que oui. Je pense que c'est un minimum. Là. Je veux dire, si tu as envie de te brosser les dents quand tu es dans le voyage puis que tu vas apporter une brosse à dents, il me semble que tu devrais être capable d'avoir apporté quelque chose dans ta cabine. T'sais. S'ils veulent encadrer la taille des bagages, OK. De toute façon, ça, ils le faisaient déjà. Je pense que ça a du sens. Mais je pense que là, on sont vraiment allés trop loin. Merci. Good afternoon, everyone. My name is Heather McPherson. I'm the Member of Parliament for Edmonton Strathcona, and today I brought forward a motion from the Foreign Affairs Committee that would initiate a debate on women's rights, women's health care, women's rights to the full range of reproductive health care in Canada and around the world. It is a vitally important moment in time where we talk about the rights that women have, that gender diverse people have to health care. It's vital because at this moment in time there is clear backsliding on the rights for women. It's clear that what we're seeing south of the border, what we're seeing in countries around the world is a rise in authoritarianism, a rise in a far-right ideology that strips women of their rights, strips women of their access to health care. And this is something that as members of Parliament, as members of the legislation within this country, that we need to be standing firmly on, that we need to be debating. I also want to point out that this is something that affects women around the world. So as a woman, as a mother of a teenage girl who I will fight tooth and nail to ensure always has access to the full range of health care rights that she's entitled to, as a New Democrat, it would be wrong if I was not fighting very, very hard to make sure every single woman around the world had access to those exact same rights that I would depend upon for myself and for my family. Thank you very much. Merci beaucoup, Peter Julian, leader parlementaire du MPD. Aujourd'hui, Heather McPherson, de notre part du MPD, a présenté une motion importante sur le droit à l'avortement des femmes. Et là, c'est un débat qu'on voulait avoir depuis des semaines. Les conservateurs ont bloqué cette possibilité d'un débat. C'est pour cette raison-là et les raisons que Heather McPherson vient de présenter qu'on voulait absolument avoir ces débats aujourd'hui. Le droit, c'est un droit fondamental des femmes à l'avortement. On voit aux États-Unis comment l'enlèvement de ces droits-là a eu un impact néfaste sur le droit des femmes et sur la santé des femmes. Et il y a de plus en plus des femmes qui meurent à cause de cet enlèvement des droits de santé reproductive et les droits à l'avortement aux États-Unis. Comme Heather McPherson vient de dire, à travers le monde, on voit que ces droits sont de plus en plus menacés. C'est pour cette raison-là que l'MPD a présenté cette motion importante pour les débats aujourd'hui. Il faut dire que les conservateurs ont essayé de tuer le débat. Incroyable. Ils n'ont jamais voulu avoir ce débat. Ils ont tenté de le tuer il y a 1h30. Et on voit que les conservateurs ne voient pas, et Pierre Poilievre ne voit pas le droit de l'avortement comme un droit fondamental des femmes et le droit à la santé reproductive. C'est très dérangeant, c'est très inquiétant. Alors, les conservateurs, depuis quelques jours, jouent beaucoup des jeux parlementaires. Lundi, ils ont refusé une motion de consentement unanime pour mettre la journée d'opposition mardi. Et on voit aujourd'hui qu'ils ne prennent pas au sérieux le travail de la Chambre. Les néo-démocrates le prennent très au sérieux. Le droit de l'avortement, c'est un droit fondamental. Alors, pour cette raison-là, on a présenté la motion pour les débats aujourd'hui, puis ça va être voté dans les prochains jours. Why do you think the Conservatives voted against your motion? I mean, I'm not surprised at all that the Conservatives voted against our motion. They have been named as being anti-choice. That they have been listed as that. You know, Garnet Genius filibustered the Foreign Affairs Committee from doing this important work for 18 hours. 18 hours, the members of that committee had to listen to him give us his religious ideology instead of being able to debate the important work of ensuring that women around the world are protected and women around the world have access to the full range of reproductive health care. On another topic, you called for an emergency debate on the Amnesty International report on genocide in Gaza. What came of that, and why did you want an emergency debate? So, as you will have known, Amnesty International, for the first time ever, released a report to The Hague yesterday calling what
What Netanyahu has been doing in Gaza since October 7th called it a clear genocide. With meticulous research, with meticulous data, they have come to the conclusion that what we are seeing in Gaza is in fact an act of genocide. And the reason I called for an emergency debate is because Canada could be complicit. As a signatory to the Genocide Convention, it actually means that the Canadian government could be in contravention of that Genocide Convention, could be acting illegally against the rule of international law if we don't stop sending arms to Israel, if we don't do everything we can to stop the genocide happening in Gaza right now. Monsieur Julien, comptez-vous refaire aux conservateurs ce coup-là de l'arroseur arrosé demain, lundi, de nombreuses autres reprises? Je ne sais pas si vous l'avez dit dans votre discours, là, j'ai manqué le discours. Ben, écoutez, on a eu Désolé, un heads-up de 2 c'était pas minutes, discours. puis je n'étais pas dans le même building. Mais qu'est-ce que j'ai dit? C'était qu'est-ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est provoquer un débat sur le droit de l'avortement des femmes. C'est une question extrêmement importante. Et à cause du filibuster des conservateurs, ça a été empêché depuis des semaines et des semaines. Aujourd'hui, c'est une journée plus normale. On voulait absolument que ça soit discuté. Les conservateurs ont toujours le droit à leur motion un peu bidon, un peu bizarre et répétitive encore aujourd'hui. Mais comme ça, on est capable de mettre au débat à la Chambre des communes ce débat à l'avortement qui est tellement important. Vous comptez leur faire goûter à leur propre médecine à nouveau demain et lundi? Mais demain, c'est notre journée d'opposition. Lundi, mardi, il y a 2 jours. Mais là, on parle de quelques jours à l'avenir. Pour nous, on est toujours les adultes à la Chambre. On a démontré ça à maintes reprises quand on regarde tous les résultats des soins dentaires. Ce serait une possibilité. Moi, qu'est-ce que je dis, c'est que les néo-démocrates et Jagmeet Singh vont toujours pousser des thèmes importants. On ne joue pas des jeux procédurels, on met ce... Et aujourd'hui, c'est un exemple. Le droit de l'avortement, c'est une question clé qui n'a pas été débattue en Chambre. Les conservateurs ne voulaient rien savoir d'un débat. On peut avoir un take-note debate, on peut avoir d'autres façons, mais ça prend le consentement des conservateurs. Les conservateurs ne veulent rien savoir parce qu'ils veulent cacher le fait que la très grande majorité de leur caucus est contre le droit de l'avortement des femmes. Et on voit jusqu'à quel point c'est un désastre aux États-Unis où les femmes sont en train de subir des problèmes de santé énormes, de subir des problèmes énormes et souvent de mourir parce que cette droit à l'avortement a été enlevée dans plusieurs États américains. Alors, c'est un débat important d'avoir au Canada, de renforcer le droit à l'avortement des femmes. Sur un autre sujet, je ne sais pas si vous avez vu que Air Canada va éliminer les bagages gratuits pour les bagages de cabine pour les billets standards. Qu'est-ce que le NPD en pense? S'il s'agit de l'avarice dans les prix de nourriture, l'avarice dans les prix d'essence, l'avarice des grandes lignes aériennes pour essayer d'imposer d'autres frais. Le problème qu'on a au Canada, c'est que, et ça, c'est des régimes successifs, conservateurs et libéraux, ont refusé de mettre en place la protection des consommateurs. Ça, c'est un problème énorme. Alors, tous les exemples où les grandes entreprises sont capables d'enlever de l'argent des gens qui sont déjà en train d'essayer de payer, de mettre le nourriture sur la table et de garder un toit sur leur tête. Et là, on voit que l'avarice des grandes entreprises n'est jamais attaquée par ces deux partis-là. Et je dirais que les libéraux ont toujours refusé de prendre la responsabilité là-dessus. Alors, ils n'exigent jamais de ces compagnies qui cessent leur avarice et cessent d'enlever des frais aux gens. Alors, le fait qu'Air Canada fait cela, ça démontre encore une fois une avarice. Et la réponse devrait être, et un gouvernement néo-démocrate va le faire, mettre en place des protections pour les consommateurs et les consommatrices pour que ces frais-là ne peuvent pas être ajoutés un après l'autre sans aucune réponse du gouvernement fédéral. Can I get that in English too, please? Yes, I mean, that was long. Okay, now I have to think. We've seen this with food price gouging. We've seen this with gas price gouging. We're seeing this with these additional expenses that are added on, additional charges that are added on by the airlines that they're
We've seen successive Conservative and Liberal governments that have refused to take consumer protection seriously in this country. In other countries, they've taken action. In Canada, if you're a big, profitable company, you can do whatever you want with Canadian consumers. And New Democrats feel differently. We've had Conservatives and Liberals basically just say, you can do whatever you want to CEOs. New Democrats believe that Canadian consumers and families need to be protected. If you're struggling to put food on the table, struggling to keep a roof over your head, you should not be subjected to this food price gouging, gas price gouging, telecom gouging, and the airlines adding additional charges when you're just trying to get home to see your family over the Christmas period. And so New Democrats take a different approach. We believe consumers need to be protected and that the federal government should stand up to these companies when they are charging excessive amounts and gouging people. And simply, Liberals and Conservatives don't feel the same way we do. They take the side of billionaires and big corporations. We take the side of Canadian people. On the sort of shenanigans in the House last Thursday, basically all these allegations, like NDP said. Yeah, we made a point of order that was really clear by Lindsay Matheson, and I support that point of order, and that's the collective submission of those MPs who were present in that day. And so I encourage folks to really read and review that very detailed point of order made by Lindsay Matheson, and I stand by those words. It was a deep concern to see the Conservatives treat this place like a playground. This is the House of Commons. We need to be serious about our work here. We need to be prepared to do our jobs, and we need to be able to make certain that we can have our voices heard in the most appropriate way. It's not okay to have the kind of conduct that took place that was raised by the member from London, Fanshawe, and I agree with her submission and the point of order. What do you make of the Twitter video of you and your colleagues, them showing that you're the ones that are disruptive and stuff? Well, I find it to be creative from the Conservatives to try to cover up their complete inappropriate behavior in this place, but my focus remains on Canadians. I want to be able to talk about affordability. I want to be able to talk about our GST tax holiday. I'm not going to let the Conservatives continue to take more time away from the House and take more time away from Canadians. Thanks so much.